Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous passez de bonnes fêtes en ce moment, de bonnes fêtes de fin d'année. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, donc je reviens parce qu'il y a pas mal d'informations à donner, donc une grosse revue de la semaine qui nous attend. Alors on commence tout d'abord avec l'avertissement sur YouTube, donc comme vous le savez, ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai mis en lien la vidéo, donc le plan pour sauver le monde, donc une vidéo qui a été faite par Joe M et qui a été traduite ensuite en français par un Québécois. Du coup, je l'avais remise sur ma page YouTube et elle a été censurée. Et j'ai pris aussi une mise en garde en même temps sur YouTube. Donc, ils mettent que si ça vient à se reproduire, donc je ne pourrai plus accomplir certaines actions comme mettre en ligne des vidéos, etc. pendant une semaine. Donc je vais essayer de faire attention à ce que je poste et juste mettre mes revues de la semaine à partir de maintenant. Mais c'est comment dire, c'est une censure qui est vraiment importante sur YouTube. Ça va continuer, ça va s'amplifier. Et c'est pour ça que beaucoup ont quitté YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre Odyssée, à vous abonner sur ma chaîne Odyssée, puisque au moins là-dessus, on n'est pas censuré, il n'y aura pas de problème. Et si des fois la chaîne venait à souhaiter, vous pourrez nous retrouver sur Odyssée. Donc vraiment, prenez un petit temps, vous avez sur la bannière, donc sur la photo, vous avez le petit logo Odyssée, vous avez juste à cliquer dessus, vous arrivez sur ma page et vous pouvez vous abonner. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc voilà, ça c'est dit. Donc on commence la revue de la semaine. Donc on commence avec Trump, donc qui nous parle donc de grandes nouvelles en provenance de Pennsylvanie, puisque de nombreux votes illégaux ne vont pas être pris en compte. Donc il répète que c'est une élection truquée. Donc ça c'est quand même super déterminant pour la suite, puisque voilà, si on enlève des bulletins de vote illégaux en Pennsylvanie, sachant que les écarts dans les États clés sont très proches entre Biden et Trump, automatiquement ça va faire basculer les votes pour Donald Trump. Donc ça c'est vraiment une grande nouvelle. Alors ensuite, on a donc Agnès Buzyn. Alors Agnès Buzyn qui veut s'en aller. Agnès Buzyn qui veut s'en aller, donc les rats qui tentent de quitter le navire. Mais voilà, il y a la commission d'instruction qui va être saisie pour lui interdire le fait de pouvoir quitter le territoire français. Donc franchement, c'est des nouvelles assez intéressantes de voir que des personnalités aussi importantes que Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, essaye de partir et qu'elle est un peu retenue. Et on sait très bien pourquoi, puisqu'il y a beaucoup d'affaires qui l'attendent et c'est pour ça qu'elle veut s'en aller. Donc voilà, toutes les choses qui ont pu être dites s'avèrent vraies, hein. Et Agnès Buzyn est dans l'eau chaude, très clairement, elle le sent, c'est pour ça qu'elle veut s'en aller. Alors ensuite, je voulais vous passer une petite vidéo sur les vaccins, donc c'est passé sur CNews, avec un des intervenants classiques sur CNews qui nous parle des vaccins et en gros, la non-cohérence du fait de vouloir vacciner tout le monde, puisque ceux qui sont vaccinés n'ont pas à avoir peur de ceux qui ne le sont pas. Donc voilà, il met vraiment bien en évidence ce problème-là et on voit vraiment que tous les autres ne peuvent pas vraiment donner d'arguments puisque ce qu'il dit est totalement vrai. Donc je vous laisse avec cette petite vidéo. Je trouve totalement stupide cette mesure, parce que ces 15% dont on parle, elles se mettent en danger elles-mêmes. Elles ne mettent pas en danger celui qui est vacciné. Ah, tout dépend. Donc, je veux dire, mais non, puisque celui qui est vacciné, à un moment donné, s'il se vaccine, c'est pour pas l'attraper. Et donc, on lui prédit effectivement d'être protégé. Donc finalement, ces 15%. C'est eux qui sont en danger, qui se mettent en danger. Oui, mais ils le diffusent. Ça veut dire qu'à un moment donné, mais ils le diffusent à ceux qui ne sont pas vaccinés. Bah oui, mais donc c'est un faux problème. Vous êtes en train de créer un faux débat là. Parce que ceux qui ne sont pas vaccinés vont pas se plaindre d'être allés au théâtre et de l'avoir attrapé par ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Non, mais on peut pas raisonner comme ça. Enfin, actuellement, ceux qui se contaminent... C'est ça la réalité. Non, mais attendez, ceux qui se contaminent actuellement par négligence, on ne leur dit pas n'appelez pas le SAMU, n'allez pas à l'hôpital. S'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'être soignés, d'aller en réanimation, on va les prendre. Même s'ils ont été négligents et qu'ils ont été faire la... Mais c'est pour ça que je ne comprends pas. C'est moi qui ne comprends pas. Si vous êtes vacciné et que moi je ne le suis pas, moi j'ai un risque de l'attraper, vous non. Attends, excusez-moi, si c'est pas ça le vaccin, ça sert à quoi? Vous me confirmez ce que je dis ou pas? Oui, mais ce que je veux si dire... nous sommes à côté au théâtre et que moi je ne suis pas vacciné, en quoi je vous mets en danger puisque vous avez accepté de l'être? Je me mets en danger moi-même. Si mon voisin, lui, ne s'est pas fait vacciner, mais là, je l'assume totalement. Mais vous aussi, vous mettez en danger les autres. Les autres personnes qui n'ont pas été vaccinées. Les autres qui n'ont pas été vaccinés. Donc ça n'est pas une histoire ceux qui n'ont pas été vaccinés, mais vous avez aussi ceux qui ne se font pas vacciner, assument ce risque. Mais Karim, il y a aussi des gens qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils ne peuvent pas être vaccinés. C'est une minorité, il y aura aussi des gens qui ont des contre-indications au vaccin. D'accord, mais si tu prends une mesure pour 0,01% ceux qui ont des allergies notamment, ça va devenir compliqué. On va voir. C'est pour ça qu'il faut soyez rationnel un peu, quoi. C'est pour ça. Voilà, donc l'information suivante, c'est le professeur Perron donc, qui est visé par une plainte et il y a eu aussi une manifestation
devant son lieu de travail. Et puis il a pris un petit peu la parole pour dénoncer voilà, cette plainte. Et donc je vous laisse avec la petite vidéo du professeur Perron. Nous vivons depuis 10 mois un cauchemar. Nous rentrons en dictature sanitaire. L'Assemblée nationale a un projet de loi pour supprimer toutes les libertés. Si vous ne serez pas vaccinés, vous ne serez des citoyens de seconde zone. Il faut réagir. La Covid, c'est un virus qui maintenant n'est plus très dangereux, sauf pour les personnes à risque. On peut parfaitement traiter. On a plein de traitements qui marchent à presque 100%, qui sont donnés précocement. Donc c'est un prétexte qui est totalement honteux. Alors je voudrais dire que pourquoi on me sanctionne? On me sanctionne parce que j'ai soigné. J'ai soigné avec mon équipe les patients, on les a guéris, on a eu des très bons scores de succès, ce qui a fait des jaloux. Et du coup, on veut me tuer parce que à Garches et à Marseille, Garches et Marseille sont les deux endroits de France, je suis désolé, où il y a eu le moins de décès parmi les patients hospitalisés, ça fait des jaloux. Donc parce que j'ai soigné, parce que j'ai dit la vérité, j'ai jamais changé de discours depuis le mois de mars. On veut m'abattre, et c'est une décision politique, ça n'a rien de médical. Je n'ai injurié aucun collègue. Vous pouvez vérifier tous mes propos. Je n'ai trouvé. D'ailleurs, quand Martin Hirsch, quand il m'a reçu l'autre jour, je lui ai dit donnez-moi un seul exemple où j'ai injurié, donnez-moi un seul exemple où j'ai dit des choses qui étaient contre la vérité. Il n'était pas capable de le dire. Et maintenant, j'entends sur les médias des choses absolument horribles. On m'a dit que j'étais assimilable à un dénégateur des chambres à gaz. C'est des choses totalement honteuses, comme ils n'ont pas un seul argument scientifique contre moi, contre Raoult. Ils cherchent des arguments dans le caniveau. C'est honteux. J'ai honte pour la médecine en France, j'ai honte pour tous ces médecins qui sont couchés. Et que fait Martin Hirsch, que fait l'assistance publique pour dénoncer des conflits d'intérêts? Alors l'information suivante, donc c'est la surveillance par drone qui vient d'être stoppée donc par décision donc du Conseil d'État. Donc Didier Lallement vient d'être rappelé à l'ordre. Il ne peut plus surveiller donc des manifestations avec des drones, et ça c'est vraiment quand même une grosse information et un bon revers quand même pour le préfet de police Didier Lallement qui s'affaiblit du coup avec cette décision du Conseil d'État qui vient le contrer derrière. Donc heureusement que beaucoup de personnes transmettent en fait ces informations. C'est ce que j'ai mis dans ce tweet, hein. Plus on partage l'information, plus on retweet sur Twitter, plus on éveille des personnes, plus les gens sont au courant et plus pour eux c'est difficile de passer leur loi. Il faut bien vous dire que eux ils ont les services secrets, tout ça, ils essayent de regarder avec les réseaux sociaux, avec Internet, où en est le niveau, on va dire, de la population. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter ci, est-ce qu'ils sont prêts à accepter ça? Et si vraiment un maximum de gens sont au courant, eh bien c'est comme ça qu'on va réussir à gagner. C'est vraiment une guerre informationnelle. Il faut qu'on partage toutes les informations le plus possible pour que le plus de gens y aient accès, parce qu'en fait, il faut vous dire, ceux qui sont endormis, c'est pas qu'ils sont d'accord avec le plan de l'État profond, c'est juste qu'ils ne le connaissent pas. Et donc si nous, on est là pour leur montrer le plan, ils seront jamais d'accord avec ce plan-là. Donc c'est important de vraiment retweeter, partager, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on va les faire reculer. Donc vraiment, félicitations à tous ceux qui ont partagé ces informations-là. Ça a aidé vraiment à ce que ça mette un peu de pression, hein. Il y a beaucoup de preuves de cette efficacité des réseaux sociaux. Il y a des sujets qui ne sont pas du tout parlés donc, dans les médias mainstream, mais qui ils sont un peu forcés au bout d'un moment d'en parler, puisqu'il y a beaucoup trop de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, c'est important. Ne sous-estimez pas votre importance dans cette guerre de l'information, et continuez de partager l'information. Bravo à vous. Alors l'information suivante, donc c'est Trump donc qui tweet encore une fois sur le Covid et sur le vaccin, et encore une fois on peut se demander s'il n'y a pas un double langage dans son tweet. Donc je vous le lis: la distribution des 2 vaccins se déroule très bien, incroyable combien de personnes sont vaccinées, des nombres records, et c'est là que c'est intéressant. Notre pays, et en fait le monde, verront bientôt le grand miracle de ce que l'administration Trump a accompli. Et ils ont dit que cela ne pouvait pas être fait. Donc voilà, là franchement on peut vraiment se demander si le terme vaccin est vraiment pas un autre mot, un mot codé, et c'est ce qu'on a déjà dit dans d'autres vidéos, mais plus ça avance, plus cette théorie, on va dire, tend à se confirmer. Donc on verra si c'est la réalité ou pas. En tout cas, ce qu'il dit, enfin je veux dire, il n'y a pas de rapport entre ce qu'il dit et le vaccin pour moi. Notre pays et en fait le monde entier verront bientôt le grand miracle de ce que l'administration Trump a accompli. Ils ont dit que cela ne pouvait pas être fait.
Ils ont dit que cela ne pouvait pas être fait. Pour moi, ça veut dire, ils ont dit qu'on ne pouvait pas éradiquer cet état profond. Et là, ils sont en train de le faire. Donc vraiment, ces tweets de Donald Trump sont quand même hyper importants à décoder. Et c'est d'une importance vraiment capitale. Alors ensuite, on a cette information de Médias Avenir, donc Donald Trump qui a partagé une vidéo affirmant que la pandémie de la Covid-19 a été inventée pour lui faire perdre les élections. Le président actuel ne reconnaît toujours pas sa défaite face à Joe Biden. Voilà, donc encore une fois, Donald Trump qui passe pour un complotiste, mais qui confirme en fait toutes les théories qu'il y a sur Internet et toutes les théories que nous on partage, comme quoi le Covid-19 a été inventé, hein, à la fois, mais c'est pas que pour Trump, pour moi c'est vraiment un ensemble de choses, c'est-à-dire que ça arrivait pile au bon moment pour permettre le vote par correspondance, pour essayer de lancer le grand reset, enfin je veux dire, il y a vraiment tout un ensemble de choses pour lesquelles ce Covid est arrivé dans le monde. Alors, information un petit peu moins joyeuse, donc hausse des tentatives de suicide chez les mineurs dans les hôpitaux, des pédopsychiatres inquiets mais prudents. Donc il y a des statistiques assez importantes en fait. À partir de ce deuxième confinement, il y a eu une augmentation assez incroyable, donc 100% d'augmentation de jeunes qui pensent à se suicider. C'est quand même assez paradoxal, sachant que le Covid-19 ne touche que les personnes âgées et les personnes avec d'autres maladies. Donc c'est quand même très paradoxal de voir que des personnes aussi jeunes veulent se suicider. Et on parle même de personnes de moins de 15 ans, hein, donc c'est quand même assez incroyable. Ça montre pour moi l'effet vraiment néfaste des médias qui insistent sur la peur, voilà, c'est tout le temps là-dessus, tous les médias, ils insistent vraiment sur la peur du Covid avec des chiffres, avec des cas, etc. Et du coup, automatiquement, ça a des répercussions sur des personnes fragiles, et notamment des mineurs fragiles. Et franchement, je trouve ça vraiment triste, et j'espère que les médias paieront le prix fort pour ce qu'ils ont fait, parce que c'est vraiment pas logique de faire une peur aussi importante pour une maladie qui tue aussi peu de personnes. Alors ensuite, on a Radio-Québec qui nous met que le président Trump, il a partagé cette information, que le président Trump vient de mandater Ezra A. Cohen, un protégé du général Flynn, pour la déclassification dans le district de Columbia. Donc encore une fois, c'est pour vous montrer un peu que ça continue, les recours, les déclassifications d'informations concernant la fraude aux élections aux États-Unis, je vais y arriver. Et vous inquiétez pas, on a beaucoup d'informations ensuite qu'on va parler concernant les élections américaines, avec notamment l'article de François. Voilà, donc ça c'était juste un petit rappel pour vous dire que donc la vidéo qui a été censurée sur YouTube et qui m'a valu un rappel, eh bien elle est aussi disponible sur Odyssey, donc n'hésitez pas à aller la voir sur Odyssey, et je vous encourage vraiment à vous abonner sur Odyssey pour pallier à la censure en fait sur YouTube. Alors on a cet article ensuite de Washington Times, donc en fait un expert donc de la torture demande à Donald Trump de pardonner le patron de Wikileaks, Julian Assange. Donc vraiment il y a beaucoup d'informations qui se multiplient sur le sujet. On n'en a jamais autant entendu parler. Pendant des années, on avait l'impression que ça ne bougeait pas, qu'il ne se passait rien. Et là, depuis franchement un mois et demi, on parle de Julian Assange, de Edward Snowden qui pourraient être tous les deux graciés. Et on a de plus en plus d'informations qui sortent là-dessus. Et on connaît vraiment l'importance de cet homme et des documents qu'il a en sa possession. Donc on se dirige très logiquement vers une grâce de Julian Assange, puisque tout ça vise à préparer un peu l'opinion publique, c'est-à-dire que Donald Trump ne pouvait pas arriver du jour au lendemain comme ça sans avoir préparé les gens en disant je vais gracier Julian Assange et Edward Snowden. Et d'ailleurs il y a des fuites qui sont sorties donc sur Julian Assange qui montrent en fait que qu'il le protège, en fait, qui montre que Julian Assange a vraiment fait ça dans l'intérêt des États-Unis et il a fait ça dans les règles. Et il y a beaucoup d'informations qui sortent là-dessus qui montrent en fait qu'il n'était pas fautif et qui sont en train en fait de le blanchir petit à petit. Donc clairement, Julian Assange, vous inquiétez pas, il va être gracié, c'est une évidence. On prépare petit à petit l'opinion publique à sa grâce, tout simplement. Ensuite, on a cette information de Disclose TV qui a été relayée par Silvano Trotta, donc qui nous dit que la Russie s'offre le droit de bloquer des réseaux sociaux s'ils discriminent des sites d'information russes. Ça, franchement, c'est une super nouvelle. On parle de la Russie tout le temps comme d'une dictature ou quelque chose comme ça, avec Poutine qui décide de tout, et puis qui censure, et puis qui abat ses opposants politiques. Mais la Russie s'offre le droit donc de bloquer les réseaux sociaux s'ils discriminent les sites d'information russes. Et ça, c'est
une loi très importante, et on devrait l'avoir aussi dans nos pays dits démocratiques, hein, mais pour le moment, dans nos pays, c'est les réseaux sociaux qui font la loi et qui décident de ce qui est vrai et de ce qui est faux, alors qu'en Russie, eh bien, le gouvernement a repris possession de ces réseaux sociaux. Donc vraiment, chapeau à eux, et bien sûr, ça viendra pour nous aussi. Euh, Comme on l'a vu, il y a eu aussi donc les patrons de Facebook, Twitter, Google qui sont allés sous serment au Sénat américain, donc tout ça va déboucher sur des choses très importantes. Donc gardez un œil là-dessus, ça va bouger. Alors ensuite, on a l'information donc comme quoi le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun ni pour rentrer dans un restaurant, d'après Olivier Véran qui dénonce une mauvaise polémique. Donc en fait, il est en train de rétro-pédaler complètement sur la loi qu'il voulait faire passer. Donc comme je l'ai mis là dans mon tweet, ça marche tout le temps pareil. Là, en premier, il propose une loi pour tester le niveau là, il y a une mauvaise traduction, hein, il le traduit en anglais, pour tester en fait le niveau de consentement de la population. Ça, c'est la première chose. Ils testent le niveau de consentement de la population. Ils testent. Ils voient si ça marche. Ils essayent de passer leur loi. Ils voient s'il y a des gens qui sont pour ou contre. Et si ça passe, bah tant mieux, c'est passé. Là, malheureusement, il y a trop de gens qui étaient au courant et il y a trop de gens qui l'ont partagé l'information. On revient toujours à la même chose. Beaucoup de personnes, beaucoup de soldats numériques partagent l'information et du coup, de plus en plus de gens sont au courant. Et honnêtement, personne ne peut accepter une loi comme ça. Du coup, là, il y a trop de gens qui sont mécontents. Donc, du coup, ils vont attendre un peu. Ils vont essayer de changer de sujet. Ils vont balancer un attentat. Ils vont balancer quelque chose, un sujet sur le racisme. Voilà, ils vont vraiment focaliser l'attention sur autre chose. Puis, ils vont essayer de le repasser en douce. Ça a déjà été fait dans différents thèmes. Et je pense que c'est encore ce qu'ils vont essayer de faire. Donc, ils n'ont pas encore supprimé la loi. Ils ont dit qu'ils allaient la repousser pour après la Covid-19, après la crise sanitaire. Mais très clairement, ils ne l'ont pas encore supprimée. Donc, il faut continuer de rester à l'affût et de repartager encore les informations qui vont sortir à ce sujet pour pas qu'ils ne le repassent en douce. C'est super important. Comme la loi aussi qui prolonge l'état d'urgence. Et là, c'est ce que nous met Anonyme Citoyen, c'est ce que je vous ai dit. Twitter a permis en moins de 24 heures de faire reculer le gouvernement sur le projet de loi d'urgence sanitaire pendant qu'une grande partie des politiciens gardaient le silence. Voilà, donc là quand il dit Twitter, c'est pas le patron de Twitter, hein, c'est bien sûr tous les soldats numériques sur Twitter qui bossent et qui partagent l'information. Il faut vraiment vous rendre compte de l'importance que vous avez, même si vous êtes une petite personne isolée dans votre coin, vous n'êtes pas isolé. Grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez partager l'information et vous pouvez réveiller des gens. Donc vraiment, continuez. Alors ensuite, donc on a la deuxième plus grande usine au monde produisant l'hydroxychloroquine qui vient d'exploser à Taïwan. Ça, c'est vraiment pas de bol, hein. On va encore replonger dans le complotisme, je sens, mais franchement, voilà, c'est quand même très triste d'assister à ça. La deuxième usine qui part en fumée, sachant que voilà, l'hydroxychloroquine, on en a vraiment besoin et qu'il y a certains pays qui commencent à la réautoriser, comme la Belgique et l'Italie. Donc encore une fois, je pense que tout ça, c'est encore fait exprès, mais on reste concentré et ça va aller. Alors on a cette petite capture que j'ai prise donc sur Twitter et je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Marcel D qui parle du Grand Reset. Il a fait la dernière vidéo, ces vidéos sont toujours au top. On rigole et on apprend beaucoup de choses en même temps, donc je vous invite à aller voir. Et là il y a cette photo donc, qui a été mise en fait avec plusieurs citations de Klaus Schwab, qui est l'investigateur donc, du Grand Reset, qui a mis dans son livre qui est intitulé Covid-19, le Grand Reset, donc comme quoi les deux sont en lien, il nous met que jusqu'à 75% des restaurateurs indépendants pourraient ne pas survivre au verrouillage et aux mesures de distanciation sociale ultérieures. Donc lui, il est au courant de tout ça, il sait le nombre, mais il continue, parce que lui, son objectif, c'est le Grand Reset. C'est pas du tout que les gens reprennent le travail, son objectif, c'est le Grand Reset, c'est de détruire l'économie des pays, pour ensuite dire, ah bah mince, l'économie des pays, elles sont détruites, ben moi, si vous voulez, je vous propose mon système qu'on peut mettre en place. Voilà, donc c'est détruire le système actuel pour proposer celui qu'ils ont déjà réfléchi. C'est toujours la même chose, c'est lancer un problème à la population pour ensuite lui offrir une réponse qu'on a déjà en sa possession, le Grand Reset. Donc il nous dit aussi que l'endiguement de la pandémie de coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondiale. Bon, il n'a pas dit gouvernance mondiale, mais très clairement, c'est la même chose, il nous parle de la même chose. Il nous dit, la pandémie nous offre une chance. Elle représente une opportunité rare mais étroite pour réfléchir et réinventer et réinitialiser le monde. Donc voilà, lui, c'est une instrumentalisation du Covid pour le Grand Reset. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il était au courant aussi de l'arrivée du coronavirus, puisque ça mettrait tout ça en lien et ce serait beaucoup plus logique.
Les mesures de distanciation sociale et physique risquent de persister même après la disparition donc de la pandémie elle-même, justifiant la décision de nombreuses entreprises de différents secteurs d'accélérer l'automatisation. Là encore, je vous invite à regarder donc, son livre et à regarder certaines choses et surtout la vidéo de Marcel D, puisqu'il nous dit que d'ici 2035, je ne sais plus combien de pourcents, mais en tout cas ils vont tendre vers l'automatisation, c'est-à-dire la robotisation, remplacer les métiers des personnes par les robots, par les machines. Donc lui, il s'en fout en fait que les restaurateurs, que les entreprises ferment, tout ça, parce que lui, il a déjà prévu son plan derrière avec notamment les GAFA pour la robotisation donc, de l'industrie et des différents métiers. Alors, information suivante, donc c'est Silvano qui nous la transmet, franchement, ça fait beaucoup le tour en ce moment, c'est-à-dire que les gens comparent l'influence et les statistiques de Joe Biden et de Trump sur YouTube, et c'est juste un carnage. Alors, on va regarder celle-ci. Donc, celle-ci, on a donc Donald Trump qui parle donc, pour Noël. En 53 minutes, il fait 454 000 vues sur sa page. Dans le même temps, on a Joe Biden qui, en 5 heures, en 5 heures, pas en 53 minutes comme Donald Trump, fait 23 000 vues. On a 64 000 likes pour Donald Trump, 2300 pour Joe Biden, 890 dislikes pour Donald Trump, 1000 pour Joe Biden. Et on a aussi donc 18 000 commentaires pour Donald Trump et 1000 seulement pour Joe Biden. Et donc on est en train de nous faire croire que Monsieur Joe Biden aurait recueilli 80 millions de voix. Donc c'est juste une blague. Et bien entendu, on va voir après, tout ça va se confirmer très rapidement. Donc on arrive sur le gros de cette revue de la semaine, donc c'est la présidentielle donc, américaine, donc avec cet article de François que je vous invite vraiment à regarder. On va regarder pratiquement tout parce qu'il y a tout qui est important dans cet article. Je voulais sélectionner les passages les plus importants, mais franchement tout est important. Donc cet article de François qui a été publié le 23 décembre à 21h26 et il est incroyable parce qu'il montre comment ça va se passer pour la suite et ils émettent aussi des hypothèses. Donc on va regarder en détail. Donc victoire de Trump après 7 semaines d'enquête, où en est-on ? Que cela plaise ou non à une partie des électeurs américains, les résultats de la présidentielle de 2020 semblent bien donner la victoire à Donald Trump. Ça c'est incroyable, Là on a vraiment François qui commence vraiment à prendre de plus en plus position. Jusque-là ils étaient entre guillemets neutres, c'est-à-dire qu'ils disaient qu'il y avait quand même de la fraude, qu'il fallait attendre de voir si c'était Trump ou Biden. Et là de plus en plus ils sont en train de nous dire que en fait peu importe comment ça va se passer, ce sera Trump qui va être vainqueur. Donc on a les recours, les plaintes, les témoignages sous serment et les analyses statistiques et informatiques se sont multipliés depuis début novembre. Les fraudes électorales, comme nous l'avons rappelé dans un article précédent, ne sont pas nouvelles, mais en 2020, elles sont d'une autre nature. Grâce à l'intelligence artificielle, l'analyse statistique détaillée des données électorales des élections précédentes a permis de créer un système de fraude ciblé, intelligent, difficile à détecter. Donc c'est clairement ce que nous montre avec les logiciels Dominion, SmartX, etc. Simplement, il a déraillé dans la nuit du 3 au 4 novembre. Trump avait trop d'avance dans les États qui font traditionnellement basculer l'élection. Là on est dans le dur, là on est dans la clé. C'est-à-dire que il planifiait de tricher, sauf que l'écart entre Trump et Biden, bien entendu, était bien trop grand. On imagine très clairement qu'avec juste les vrais votes, Trump l'a emporté, mais d'une manière assez impressionnante. Et donc, avec l'avance de Trump, en fait, ils ont été obligés de tricher d'une manière beaucoup trop flagrante, et c'est ce qu'on a vu avec des bulletins qui arrivent tous pour Biden, enfin plein de choses comme ça qui résument juste après. Malgré les attaques systématiques des médias et la censure des réseaux sociaux, plus de 75 millions d'Américains sont allés voter pour lui le 3 novembre. Ce soir-là, alors que les résultats donnaient Trump largement gagnant, se sont produits des événements totalement inhabituels. Plusieurs États, parmi lesquels ceux où se poursuivent actuellement les investigations, ont arrêté de compter les bulletins de vote. Pour quelle raison ? Alors que dans chaque bureau, les législatures organisent un roulement des équipes de dépouillement. Pour quelle raison ? Sachant que moi je peux vous montrer, je vais vous mettre les captures que j'avais pris sur Média Avenir qui mettait en temps réel les votes. On voit que Donald Trump est en avance sur tous les États clés jusqu'à ce que ces États tout d'un coup s'arrêtent de compter et qu'une fois qu'ils ont repris, eh bien Biden miraculeusement reprend tout à Donald Trump et repasse de pas grand chose pour reprendre les États clés. Il le repasse de 10, 15 000, 20 000 voix, ce qui est vraiment ridicule dans certains États, et donc on voit vraiment que la fraude est vraiment importante. On continue, la tromperie immaculée. Le rapport de Peter Navarro, conseiller spécial pour le commerce, intitulé La tromperie immaculée, a rendu
et rendu public le 17 décembre, aboutit à la même conclusion. Il synthétise les types de fraudes qui se sont produites avant, pendant et après les élections dans les 6 États clés. La question est posée. Alors que Trump était en tête avec une marge confortable le 3 novembre autour de minuit, comment les résultats ont-ils pu se retourner entre 1h et 4h du matin pour finalement être certifiés le 7 décembre avec une faible avance pour Joe Biden dans ces mêmes États? Quelques exemples, alors là ils sont vraiment édifiants. On commence avec la Pennsylvanie. Plus de 100 000 faux bulletins ont été livrés en Pennsylvanie dans la nuit du 3 au 4 novembre, alors que l'avance supposée de Biden est de 81 660 voix. Édifiant. En Arizona, les plaignants affirment que 75 000 bulletins par correspondance n'ont pas été comptabilisés, avec un différentiel entre les deux candidats de 10 377 voix. On continue. Plus de 70 000 votes sont déclarés inéligibles en Géorgie. Pourquoi? Parce qu'on a des électeurs qui n'habitaient pas l'État, qui n'avaient pas la nationalité, des votes de personnes décédées bien entendu, et des votes comptés plusieurs fois, ou encore des faux bulletins créés de toutes pièces. Alors que Biden est donné en tête avec 11 779 voix. Donc est-ce que vous vous rendez compte de la marge qu'il y a? Et là, tout ça, c'est des preuves. Je veux dire, maintenant, c'est du factuel. C'est François qui l'écrit. Donc tous ceux qui pensent ou qui ont encore des doutes quant au fait que Biden pourrait remporter l'élection américaine, ne vous inquiétez pas les amis, ça n'arrivera jamais. On continue encore avec ça. Donc si ces fraudes électorales ne font pas l'objet d'une enquête approfondie avant le jour de l'inauguration du 20 janvier, cette nation court le risque d'être très réelle de ne plus jamais avoir une élection présidentielle équitable. Donc ça c'est toujours Peter Navarro qui écrit ça. Alors malgré cela, donc écrit François, malgré toutes ces preuves, le système judiciaire esquive et traîne des pieds. Les cours de justice au niveau des États comme au niveau fédéral sont, écoutez bien, politisés et pour certaines corrompus. Les juges sont menacés, les chambres des États clés parlementent et la Cour suprême se retranchent derrière ces colonnes. Donc on comprend que tout ça c'est clairement politisé, il y a des juges corrompus, on ne veut pas montrer qu'il y a de la fraude, même malgré le fait qu'il y ait de la fraude. Et vous inquiétez pas, les patriotes, ils ont tout, et quand ça va sortir, ça va être très important. Là encore, au niveau du timing, on peut s'attendre à ce que ça arrive avant le 20 janvier. Donc la date du 20 janvier, elle va être importante, peut-être pas celle du 6 finalement, mais ce sera sûrement celle du 20 janvier. Il va rester à partir de maintenant un mois pour sortir toutes les preuves, et vous inquiétez pas, ça va sortir, ne stressez pas. Donc maintenant, les options pour un deuxième mandat, toujours dans l'article de François. Quels sont les scénarios plausibles à ce stade? Donc on peut estimer que on peut avoir des États qui font le ménage par eux-mêmes. Les législatures de chacun des États se réunissent pour prendre en compte les fraudes et votent pour changer le résultat de leurs élections, et donc le choix des grands électeurs. Il suffit d'une majorité simple. Même si les chambres sont républicaines, elles restent frileuses, mais subissent la pression de leurs électeurs. Donc on a le mouvement Stop the Steal, arrêtez le vote, rassemblant de nombreux électeurs de Trump et qui a pris de l'ampleur avec des manifestations dans différents comtés, qui exigent donc de rétablir l'intégralité des résultats. La prochaine est prévue le 6 janvier à Washington, leurs grands électeurs ayant déposé officiellement un vote alternatif pour Trump le 14 décembre dernier renforce encore la pression populaire sur les chambres. Si 3 États parmi les 6 incriminés choisissent cette option d'ici le 6 janvier, les résultats s'inversent. Donald Trump remporte plus de 270 grands électeurs et gagne les élections. Donc vous voyez que ça se joue à rien. Il faut comprendre que dans tous les États clés, la marge de Biden est très très faible comme on l'a vu tout à l'heure, et que en plus les preuves de fraude sont 6-7 fois plus importantes que la marge qu'a Biden. Donc très clairement, ça va basculer pour Trump, ne vous en faites pas. Alors la loi gouvernant les élections américaines prévoit la possibilité pour le Congrès de se réunir s'il s'est produit des irrégularités légales et constitutionnelles dans la tenue des élections dans les États de l'Union. Donc là, on nous cite plusieurs États qui sont accusés de violer la loi électorale durant ces élections, donc les swing states, les États clés. Ces États n'ont pas contesté le fait, ayant généralisé le vote par correspondance sans l'accord des chambres ni les publications requises pour informer le public. Cela permet à l'une ou l'autre des chambres du Congrès de rejeter les votes de leurs électeurs. Le Sénat a la possibilité de se réunir n'importe quand d'ici le 6 janvier pour statuer sur les élections et voter à majorité simple pour rejeter les électeurs et les votes de ces États. C'est un peu compliqué, mais en tout cas ça montre qu'il y a plusieurs possibilités pour Donald Trump de renverser ces élections de manière totalement légale. On continue, donc certains représentants républicains ont eu une réunion avec le président dans le bureau ovale le 21 décembre. En cas de rejet, aucun des deux candidats n'obtient 270 votes des grands électeurs. Le président est alors élu par l'Assemblée, une voix par État. Les républicains
étant majoritaire, Donald Trump est réélu. Donc encore une fois, une autre possibilité pour Donald Trump d'être élu. Voilà, donc je voulais vraiment détailler cet article de François parce qu'il résume très très bien la situation actuelle et il donne des possibilités, des hypothèses pour la suite. Donc aucun stress, Donald Trump va être réélu, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on continue maintenant avec ce petit tweet que j'ai mis qui concerne à la fois les mesures d'urgence, la vaccination. On voit qu'il y a vraiment une accélération. Je veux dire, vous pouvez parler avec tout le monde, n'importe qui, il va vous dire que putain, ça va vite en ce moment. Comment ça se fait que le plan de l'État profond avance aussi vite, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils font pas ça plus lentement? Pourquoi est-ce qu'ils font pas ça plus lentement? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Dites-vous bien que l'État profond, leur manière d'opérer, c'est d'y aller progressivement, miette par miette, petite loi par petite loi. Vous ne pouvez pas balancer une loi super autoritaire d'un coup de baguette magique et que ça passe au niveau de l'opinion publique. Ça ne marche pas. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils y vont progressivement, progressivement, progressivement. Mais là, est-ce qu'ils y vont progressivement? Pas du tout. Ils y vont d'une manière extrêmement brutale, c'est-à-dire mesures d'urgence, vaccination notamment en France, ils y vont extrêmement fort. Mais c'est là où il y a un mais. En accélérant, ils prennent le risque de réveiller de plus en plus de gens. C'est ça. Je veux dire, moi j'ai parlé avec plein de gens qui n'étaient pas réveillés juste sur le passeport vert. Je veux dire, les gens ne sont pas d'accord. Ils veulent juste qu'on soit pour ou contre le vaccin, c'est pas la question, c'est juste on laisse les gens choisir. Et là, de dire le vaccin ne sera pas obligatoire, mais en fin de compte, pour vous déplacer, ce sera obligatoire, les gens ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et plus ils accélèrent, plus ils se grillent au niveau de l'opinion publique, plus ils réveillent des gens. Donc j'ai envie de dire qu'ils continuent parce que ça réveille les gens, et ils sont obligés d'aller aussi vite parce que le 6 janvier et le 20 janvier seront des dates importantes, et Donald Trump sera réélu. Et au moment où il sera réélu, ce sera plus du tout le moment de se battre, ce sera le moment de fuir pour ces personnes-là. Alors pour finir l'article de François, on a aussi ça, donc Donald Trump qui met en œuvre l'ordre exécutif du 12 septembre 2018, donc vous voyez qu'ils en parlent aussi François de cet ordre exécutif qui prévoit donc les actions à mener en cas d'interférence étrangère dans le déroulement des élections. D'ailleurs, le DNI, Director of National Intelligence, John Ratcliffe, a confirmé l'interférence étrangère de la Chine, de l'Iran et de la Russie dans les élections dans un communiqué de presse en date du 16 décembre. À cela s'ajoutent les preuves fournies par plusieurs experts via les avocats et les récentes cyberattaques contre plusieurs départements d'État. Dans ce cas, Trump ordonne la saisie immédiate des machines et exige l'organisation de nouvelles élections dans les États clés, sous contrôle militaire, comme le conseille le général Flynn. Donc là encore, on nous montre encore une autre possibilité avec le décret de 2018 et donc le contrôle militaire avec la loi martiale. Donc les actions des prochains jours vont témoigner de la résistance de la République américaine et de sa capacité à respecter la volonté du peuple, we the people. Alors dernière information, donc c'est George Papadopoulos qui vient de tweeter, incroyable, nous allons stopper le grand reset. We will stop the great reset. Alors, le grand reset c'est censé être complotiste, donc George Papadopoulos est complotiste, et de plus il nous dit qu'ils vont l'arrêter. Donc s'il nous dit qu'ils vont l'arrêter, ça veut très bien dire qu'ils sont au courant de ce plan, bien entendu, on le sait, hein. Il y a eu aussi la lettre de Vigarello, donc du Vatican. Bien entendu, les patriotes savent que leur plan de l'État profond, c'est le grand reset. Donc Papadopoulos, qui est un proche et qui est du côté de Donald Trump, nous dit qu'ils vont stopper le grand reset. Et c'est pas n'importe qui vous le dit, c'est une personnalité hyper importante aux États-Unis. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une preuve que les patriotes sont en contrôle, ça va bien se passer. Ça va aller. Voilà, et on termine donc, je voulais vraiment vous souhaiter donc de bonnes fêtes, et de belles fêtes donc de fin d'année et un bon Noël. Rappelez-vous que Noël, ça symbolise le retour vers la lumière. Donc on était dans l'obscurité, maintenant on va retourner vers la lumière, comme nous l'a dit le général Flynn lors de son discours. Et je tiens vraiment à remercier tout le monde sur Twitter, on vient d'arriver aux 1000 abonnés, c'est juste incroyable, merci à vous d'avoir partagé pour faire monter. Et encore une fois, j'insiste, rejoignez la chaîne YouTube, la chaîne Odyssée, puisque la chaîne YouTube, vous avez vu, on est seulement qu'à 680 abonnés, mais on commence déjà à avoir des problèmes avec YouTube. Donc moi je vais faire attention pour faire que la chaîne YouTube dure le plus longtemps possible, mais vous avez vu, si tous les autres sont partis, c'est parce qu'ils ont été virés. Donc ce sera aussi ce qui nous attendra, donc rejoignez dès maintenant la chaîne Odyssée, et puis donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt, bye. An important guest to get to. Dr. Rainer Fuellmich is with us now, and he is in Germany, and my understanding is actually filing a lawsuit
correct me if I'm wrong, filing a lawsuit over many of the lockdowns that have occurred around the world. And you say it's because of these, I'm going to read it here, current geopolitical changes in the world are regarded as crimes against humanity. Can you speak to that? Yeah, well, we filed that lawsuit today here in Germany. It's part of a larger strategy of lawsuits. We are in very close cooperation with Bobby Kennedy's CHD and his team of attorneys. But this is the first step, we believe, which I think will attack the cornerstone of the current crisis, which are PCR tests, because we believe, after having listened to dozens of experts since July 10th here in Berlin in our Corona Investigative Committee, we believe that this is a staged pandemic. This is nothing to do with health, but everything to do with what Bobby Kennedy just talked about. They're very concrete dangers for democracy, in particular for free speech. So we believe that in order to make this house of cards collapse, we have to attack the PCR test, because in the meantime, we have learned from the WHO that the actual danger of this so-called pandemic is no worse than that of a common flu at 0.14% infection fatality rate. And we also know that there are no asymptomatic infections. So what is left is the PCR test. We know that from listening to our witnesses, we know that this particular now so-called Drosten PCR test, which supposedly tells you something about infections, does not tell you anything about infections, but rather it is being used as a tool to keep people in panic.